Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire politique énergétique gagnant-gagnant. La BAD appelle la République démocratique du Congo à mettre en place des politiques qui bénéficieront à tous les acteurs de la chaîne de valeur de production de batteries électriques. Omicron, la nouvelle variante du coronavirus, crée la psychose. L'Afrique australe en fait les frais et se retrouve peu à peu coupée du reste du monde. Les fermetures de frontières avec les pays membres de cette sous-région ne font que se multiplier. Et puis, art, culture, patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. La thématique retenue cette année par la Semaine africaine de l'UNESCO qui s'est tenue du 23 au 26 novembre au Palais de l'UNESCO à Paris. Événement qui met en lumière la richesse du patrimoine africain. Mais tout d'abord, le Premier ministre somalien a promis dimanche 28 novembre d'assurer la transparence des élections législatives en cours dans le pays ainsi que de corriger les erreurs commises jusqu'à présent. La déclaration faite à l'issue d'une rencontre avec les anciens présidents Sharif Sheikh Ahmed et Hassan Sheikh Mohamoud ainsi que le chef du parti Wadajir Abdirahman Abdishakour, les principaux candidats à l'élection présidentielle somalienne. La déclaration de Mohamed Hussein Roblé avait pour but d'apaiser les tensions politiques concernant les allégations de manque de transparence et de violations flagrantes dans les sondages. Toujours dans l'actualité, le Sénégal a sollicité le soutien de la Chine dans la lutte contre l'insécurité dans la région du Sahel. Selon Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, la Chine, qui est le plus important partenaire commercial du continent africain, devrait commencer à s'impliquer sur les questions sécuritaires au Sahel. Dakar, la capitale, accueille actuellement le 8e sommet Chine-Afrique. La rencontre qui s'achève ce mardi 30 novembre est centrée sur le commerce et la sécurité. La Banque africaine de développement plaide pour la mise en place d'une politique énergétique équitable en République démocratique du Congo. Le pays souhaite se positionner comme la destination la plus compétitive du monde pour produire des batteries pour véhicules électriques notamment. L'objectif de cette politique serait de garantir le bénéfice de toutes les parties prenantes à la chaîne de valeur de production de batteries électriques. Marine Toulou. Industrialiser le pays à l'horizon 2030 est un challenge que se donne la République démocratique du Congo. Pour le remporter, la Banque africaine de développement invite le pays à mettre en place une stratégie universelle assurant le gain de toutes les parties prenantes allant des communautés locales aux sous-régions africaines. Les gouvernements ont besoin de développer des politiques réfléchies et équilibrées pour assurer le gain de tous les acteurs qui participent à ce projet, que ce soit des industries ou encore des communautés. Cependant, l'une des premières choses à connaître avant la définition d'une politique de gain est celle de connaître les potentialités que peut ou pas offrir le pays. D'après des experts, de nombreux investisseurs, ressources humaines et intellectuelles sont généralement sceptiques à l'idée de participer à l'aboutissement des projets tant nationaux que locaux. Ce scepticisme viendra du fait que les accords souvent signés ne garantissent pas toujours le respect des quotes-parts des différentes parties prenantes. Il est important de comprendre que les politiques varient en fonction des environnements où elles sont introduites. Ainsi, les analyses approfondies sont nécessaires avant toute autre recommandation. Il serait donc fructueux pour le pays de déterminer une politique en fonction des aspects qui pourront être considérés ou pas dans les environnements dans lesquels il sera introduit. Pour la Banque africaine de développement, pour implémenter les politiques adéquates assurant le gain de chaque partie prenante, la République démocratique du Congo devra au préalable faire une analyse détaillée des différentes options de politique qui pourraient éventuellement attirer de nombreux autres investisseurs. Le gouvernement ghanéen intensifie ses politiques pour créer plus d'emplois pour les jeunes. Le chômage des jeunes affiche un taux de 12,6% actuellement, problématique qui s'est aggravée avec la pandémie de Covid-19. Les autorités comptent notamment miser sur les secteurs agricoles et manufacturiers pour inverser cette tendance. Nathalie Mo.
La lutte contre le chômage est l'un des plus grands défis du gouvernement ghanéen. L'exécutif a pris conscience de l'avancée de ce fléau aggravé par la pandémie de Covid-19. Le ministère des Finances mise sur l'autonomisation du secteur privé comme moteur de la création d'emplois. Cette année, l'exécutif ghanéen compte accélérer les subventions agricoles de près de 100 millions de dollars en vue de créer des emplois, notamment dans le programme Planter pour la nourriture et l'emploi. En tant que gouvernement pro-entrepreneuriat, nous croyons fermement que le secteur privé peut contribuer au développement économique et à la création d'emplois. Nous avons démontré notre soutien au secteur privé pendant les 5 dernières années à travers la mise en œuvre de politiques et par des investissements. Le gouvernement du Ghana élabore des politiques visant la revitalisation des secteurs agricoles et manufacturiers ainsi que le numérique. Nous allons construire une nation d'entrepreneuriat en implémentant agressivement des programmes qui autonomisent notre jeunesse afin qu'elle utilise leurs talents au service de la création d'emplois plutôt que dans la recherche d'emplois. Le taux de chômage des jeunes s'élève à 12,6% en 2021 au Ghana. Pourtant, la lutte contre le manque d'emploi est l'une des priorités du programme Ghana Beyond Aid, défendu par le président Nana Akufo-Addo depuis 2017. D'un autre côté, le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia a épinglé les chefs d'entreprise, les exhortant à revoir à la hausse leur capacité à créer des emplois. Sur tous les continents, de nombreux pays se ferment à l'Afrique australe. Les restrictions de voyage de et vers la sous-région ne cessent de se multiplier. En cause, la découverte d'un nouveau variant de la Covid-19 baptisé Omicron est classé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Samantha Sabiro. Le variant dénommé Omicron continue d'isoler l'Afrique australe du monde. Comme l'Union européenne, les USA et le Canada viennent à leur tour d'annoncer l'interdiction d'entrer sur leur territoire aux voyageurs venant d'Afrique australe à cause du variant Omicron. Dès lundi 29 novembre, les États-Unis vont réduire l'entrée sur leur territoire aux voyageurs du Malawi, du Mozambique, de l'Eswatini, du Lesotho, de la Namibie, du Zimbabwe, du Botswana et de l'Afrique du Sud. Une annonce faite par le président américain Joe Biden à travers son compte Twitter. Le variant Omicron préoccupe les autorités internationales du fait de sa virulence et cela entraîne pour nous une double conséquence. La première, c'est déjà l'apparition de ce variant en Afrique australe perturbe la stratégie mondiale dans la lutte contre la Covid-19 puisque d'une part les pays ferment leurs frontières et de l'autre l'apparition de ce variant remet en cause les stratégies vaccinales mises en place aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux. À travers son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, le Canada a suivi le mouvement et a annoncé qu'il interdisait l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance de ces 7 pays d'Afrique australe. Le gouvernement égyptien a également annoncé la suspension des vols directs avec un certain nombre de pays d'Afrique australe. Ce que l'on peut observer donc avec la fragilité de nombreux États africains, il est important de mettre en synergie les savoir-faire, mais également des politiques publiques pour pallier les impacts qu'il y aura non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique. Officiellement classé variant préoccupant du coronavirus par l'Organisation mondiale de la santé, Omicron a été découvert à Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a 2 semaines. Ce variant du coronavirus comporte une trentaine de mutations dans sa protéine S et un taux d'hypermutation qui pourrait rendre obsolètes les vaccins utilisés jusqu'ici. Retour à présent sur la semaine africaine de l'UNESCO qui s'est tenue du 23 au 26 novembre au palais de l'UNESCO à Paris en France. Un événement initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui met notamment à l'honneur la diversité du patrimoine culturel et artistique du continent africain. Aïssatou Diamanka-Beslan. Faire du Thiéboudienne un patrimoine culturel immatériel, ce serait bientôt possible. Un dossier a été déposé en 2020 auprès des Nations Unies pour l'inscription de cet art culinaire du Sénégal sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Ce plat à base de riz, composé de poissons, d'igname, de choux, de carottes et de tomates concentrées et d'autres épices,
est un plat national incontournable dans la gastronomie sénégalaise. Durant la semaine africaine de l'UNESCO, qui s'est déroulée du 23 au 26 novembre 2021 à Paris, le Tchéboudiène s'est invité au buffet panafricain pour une dégustation. Nous avons donc dans notre programme la dégustation. C'est traditionnel. Chaque semaine africaine, nous réservons une journée pour déguster les mets du terroir. Nous avons au Tchéboudiène, donc le pays porteur qu'est le Sénégal. Le pays porteur est en train donc d'entreprendre des démarches pour l'inscrire au patrimoine culturel et matériel. Et donc nous avons pensé qu'il était opportun de mettre ces biens en valeur. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire pour nous? Pour Paulette Correa, la responsable du Salon des auteurs de la Semaine africaine, membre de la commission cinéma et la présidente commission réception et cocktail, le Tchéboudiène, ce plat aussi bien prisé par les Sénégalais que par les Africains, devrait avoir sa place au sein du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le cèpe a été tellement délicieux que tout le monde s'est jeté dessus. On a fait beaucoup de barquettes, 150 barquettes. Tout est parti et les gens en redemandent. C'est pour montrer le succès qu'a le Tchéboudiène. Vraiment, je crois que si l'UNESCO inscrit le cèpe au patrimoine immatériel de l'UNESCO, voilà, il manque que ça. Voilà. Venez tous déguster le cèpe, il est excellent. Créé par la Saint-Louisienne Pennambaye, le Tchéboudiène est un art culinaire qui se transmet de génération en génération. Ainsi, après le couscous de l'Afrique du Nord, ce serait sans doute ce plat gastronomique national sénégalais qui sera honoré et entrera définitivement au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'actualité sportive pour terminer avec la toute première édition de la Coupe arabe des nations. La compétition débute ce mardi 30 novembre au Qatar. Elle mettra aux prises les meilleures formations du monde arabe jusqu'à la grande finale le 18 décembre. 6 équipes africaines sont en lice, les champions d'Afrique algériens, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, mais aussi l'Égypte et le Soudan. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.